Bonjour, merci de nous rejoindre pour ce webinaire qui est organisé par la coopérative La Chambrière, par la Chambre d'agriculture Aube-Haute-Marne et par Serre France Champagne Nord-Est Île-de-France. Donc ce webinaire a pour ambition de vous présenter d'abord l'intérêt de la culture du chanvre et puis en finalité voir pour cultiver du chanvre sur vos exploitations pour répondre aux besoins de la coopérative La Chambrière. Donc nous allons tâcher de respecter les horaires, c'est-à-dire terminer ce webinaire pour 17 heures. Et puis sachez que nous pourrons répondre à quelques questions que vous pourrez vous poser, que vous pourrez utiliser par la bulle de discussion. Donc comment va se dérouler cette présentation? D'abord, en première partie, Claire Bureau, responsable amont de la coopérative La Chambrière, Antoine Moussier, directeur général de La Chambrière, vous présenteront le chanvre, un produit d'exception. En deuxième partie, sur les parties économiques, Nicolas Giraud de Serre France, Champagne Nord-Est Île-de-France. En troisième partie, les données agronomiques, Franck Gallet et Stéphane Lerouzic de la Chambre d'agriculture Aube-Haute-Marne. Et enfin, je terminerai pour faire du chanvre avec la Chambrière. Et je ne me suis pas présenté, je suis moi-même Benoît Savoura, président de la coopérative La Chambrière. Donc, je passe tout de suite la parole à Claire et Antoine. Donc, le chanvre produit avec la Chambrière, c'est un chanvre industriel, donc avec un taux de THC inférieur à 0,3%, variété inférieure avec un taux de THC inférieur à 0,3%, aussi bien valable en Europe qu'en France. Donc, le chanvre industriel, on l'appelle le Cannabis sativa L, et aujourd'hui, c'est la seule variété de chanvre industriel autorisée. Alors, pourquoi le chanvre? Parce que le chanvre, c'est une culture écologique, donc sans irrigation nécessaire, pas de phytosanitaire, donc une plante qui couvre bien le sol, qui concurrence bien les mauvaises herbes, faible émission de gaz à effet de serre, pas trop d'azote, peu de travail du sol nécessaire, excellent stockeur de CO2, donc un hectare de chanvre stocke autant qu'un hectare de forêt, soit à peu près 15 tonnes par hectare et par an. Et c'est un bon réservoir de biodiversité. Pourquoi le chanvre? Parce que c'est aussi une culture durable, donc adaptée à tous les types de sols. Il améliore la structure du sol grâce à son système racinaire pivotant et profond. Il apporte une certaine diversité de la rotation, un allongement de la rotation. C'est une bonne tête d'assolement, notamment pour le blé. C'est un excellent piège à nitrate et c'est une plante annuelle à cycle plutôt court. Pourquoi le chanvre? C'est aussi parce que c'est une culture responsable, donc une récolte et une transformation aujourd'hui 100% mécanique, une valorisation de tous les constituants de la plante, une récolte notamment donc collective avec mutualisation du matériel et des hommes et une entraide à la récolte. Et c'est également un partenariat équitable, donc tout au long de la chaîne de valeur, de l'agriculteur jusqu'au client. Alors, le cycle du chanvre, donc semis au mois d'avril, s'ensuit une période de levée rapide et homogène avec une alternance de pluie et de soleil, donc sur le mois de mai. Une croissance extrêmement rapide sur le mois de juin. On passe de 50 cm début juin jusqu'à plus de 2 mètres fin juin. Une période de récolte qui démarre donc au mois d'août avec les récoltes de paille non battues, rouille, la formation des graines pour les variétés à graines plus paille. Et sur le mois de septembre démarre la récolte de la graine, puis les premiers pressages de paille. Pour la récolte, le matériel utilisé, donc une moissonneuse-batteuse pour le chènevis, une faucheuse à section pour la paille, un endaineur donc pour l'endainage, si possible préférez les endaineurs à grande toupie,
et un pressage en balle ronde. Bonjour à tous, je vais vous présenter la chanvrière et ses activités et un petit peu le marché. Donc pour commencer, on va faire un petit préalable pour dire que le marché du chanvre au niveau mondial, c'est 220 000 hectares. C'est l'équivalent d'un peu moins de 20 000 hectares en France. Sur ces quantités-là, la chanvrière produit du chanvre sur 11 100 hectares, à savoir 55% du marché français et environ 20% du marché européen. Les chiffres clés de la chanvrière, ça a été créé en 1973, donc la chanvrière fête ses 50 ans cette année. C'est une coopérative qui est intégralement détenue par ses producteurs adhérents, au nombre de 690. C'est également 11 100 hectares, comme je l'ai dit, et une présence qui est très internationale, avec à peu près 70% de son chiffre d'affaires qui se fait à l'international. Un petit point donc, sur l'international, on parle plutôt de l'Europe, mais pas que. Le fonctionnement avec ses adhérents, tout d'abord, c'est un échange assez régulier avec les adhérents au cours de certaines organisations telles que les réunions de secteur, l'Assemblée générale annuelle bien évidemment, mais aussi des réunions dans les champs et d'autres occasions qui peuvent être mises en place. La finalité de la chanvrière, c'est toujours innover et investir pour l'avenir, mais surtout, c'est toujours mieux rémunérer et mieux valoriser le travail des agriculteurs et des adhérents. L'organisation générale de la chanvrière. La chanvrière a une capacité de production de 100 000 tonnes avec 2 lignes de défibrage, 3 lignes d'affinage et 5 lignes de conditionnement. Son organisation, c'est un travail en 3-8 qui se fait 6 jours sur 7 avec des équipes de 4 personnes pour le défibrage sur 48 semaines. Dans les chiffres clés, aujourd'hui, la chanvrière défibre 70 000 tonnes de paille, ce qui veut dire qu'on est déjà plutôt, on va dire, sur des bons chiffres par rapport à la capacité totale. C'est un chiffre d'affaires qui avoisine les 35 millions d'euros et 49 salariés pour s'occuper de toutes les opérations. La chanvrière a également un gros souci de qualité et donc a plusieurs certifications, les plus connues étant l'ISO, mais également des certifications bio, des certifications label français pour le chêne vie, mais également des certifications pour le bâtiment et construire en chanvre, ou encore des certifications concernant la partie textile avec Ocassia. Dans le monde, vous allez voir que la chanvrière aujourd'hui travaille avec environ 31 pays, dont une grosse partie se situe en Europe, mais également avec la Chine, l'Australie et l'Amérique du Nord. La chanvrière a un bureau en Grande-Bretagne. Elle a à peu près 310 clients et comme je vous le disais tout à l'heure, une répartition qui peut évoluer selon les années, de l'ordre de 30% sur la France et 70% à l'étranger. Les 50 ans d'initiative de la chanvrière. La chanvrière donc, a été créée il y a 50 ans. Au fur et à mesure des années, la chanvrière a accompagné les différents marchés en structurant les interprofessions, en collaborant sur des projets, alors que ce soit des projets dans le bâtiment, dans la plasturgie avec APM, dans le textile avec le projet Chamaille avec Lacoste. Tout ça pour déménager en 2020-2021 à Saint-Lié et agrandir sa capacité de production. Et aujourd'hui, en 2023, nous sommes dans une phase où nous allons investir sur, on va dire, le marché qui est plutôt en poupe, à savoir le marché textile. Le chanvre. Qu'est-ce que le chanvre en termes de plantes? Ce qui est intéressant concernant la chanvrière et son activité, c'est que le chanvre est une plante où on valorise l'intégralité des fractions du chanvre. Il est constitué d'abord de la graine, du chêne vie, mais également de la paille, et la paille avec 3 matières principales dans cette tige, à savoir la fibre, la chêne-vote, et puis ensuite les fines et les poussières qui sont également valorisées. Concernant le chêne vie, plusieurs types de marchés auxquels on peut s'adresser, la pêche, l'oisellerie, mais également des destinations qui sont plutôt alimentaires, que ce soit conventionnelles ou biologiques, et puis également le marché de la cosmétique.
Concernant la fibre, nous avons également plusieurs marchés. Un des marchés les plus anciens et historiques de la chanvrière, c'est le marché de la papeterie sur le papier spécial, donc les papiers fins, papier à cigarette, papier Bible également, mais également le marché du bâtiment avec l'isolation, le marché de la plasturgie dont j'ai pu vous parler auparavant, le marché de l'industrie automobile, et puis enfin, plus récemment, un marché qui se développe, à savoir le marché du textile, où le chanvre commence à avoir une part relativement faible aujourd'hui, mais un intérêt évident pour venir remplacer certaines matières telles que le coton, qui sont, on va dire, moins vertueux dans la production. Et donc, le chanvre est en train de prendre cette place-là, et du moins, il y a un gros attrait sur cette partie-là. Concernant la chaîne de vote, donc la partie boisée du chanvre, les marchés principaux et historiques sont les marchés de litière pour animaux, que ce soit gros ou petits animaux, mais également dans l'horticulture avec le paillage pour lutter contre les mauvaises herbes. Et puis enfin, plus récemment, mais un marché effectivement qui est en forte croissance, le marché du bâtiment, avec entre autres le béton de chanvre qui fait son apparition et qui apporte des côtés très très intéressants à la construction, à savoir l'isolation phonique, thermique, tout en étant un matériel beaucoup plus léger. Je vais passer maintenant la parole concernant la vision économique à Sueur France. Merci, bonjour à tous. Donc, moi, je vais vous donner une vision économique, alors sous plusieurs angles d'attaque. Le premier angle, c'est sous la vision des marges semi-nettes. Alors, pourquoi des marges semi-nettes? Donc, marge brute, je dirais, ça parle à tout le monde. La recette, les tonnes, les quintaux fois le prix, moins les frais d'appro, semence, engrais, traitement. Mais vous avez vu tout à l'heure dans la présentation de Claire, il y a une mécanisation spécifique pour récolter le chanvre. Donc, pour comparer avec d'autres cultures, eh bien, il faut tenir compte de ce coût de mécanisation. Donc, la marge de semi-nette tient compte de ces écarts de coût de mécanisation entre cultures. Et on l'a comparé donc, pour les secteurs à bon potentiel, donc on va dire Champagne-Crayeuse dans notre région, à des cultures qui peuvent se substituer ou être substituées par du chanvre. Donc, on a pris colza et betterave. Donc, première vision, j'allais dire le passé. Donc, depuis 2017, donc vous voyez que les courbes de marge semi-nette, les courbes marron du chanvre rouillé non battu et du chanvre battu sont plutôt supérieures à celles du colza et plus ou moins supérieures ou inférieures selon les années en betterave. Après, il faut se rappeler, vous voyez, 2019-2020, le chanvre n'a pas décroché alors qu'on était sur des années compliquées en betterave et en colza, compliquées en prix et en rendement. 2021, donc année meilleure en volume, donc les marges sont assez proches. Si on avance 2022, bien évidemment avec le contexte 2022, d'envolée des prix de vente du colza, et une bonne année en rendement, les marges colza sont supérieures. Et exercice délicat, on s'est livré à une projection sur 2023 et 2024, donc avec des rendements moyens des dernières années pour chaque culture, des frais d'engrais en particulier au niveau actuel, donc élevé, avec quand même une baisse pour 2024. Et évolution des prix donc du colza à 550 € tonne et des betteraves à 40 € tonne. Donc là, voilà, pour 2023-2024, le chanvre reviendrait dans la course par rapport au colza. Ensuite, sur des zones à moins bon potentiel type Barrois, là aussi, sur les années passées, chanvre et colza, enfin le chanvre s'est bien comporté par rapport aux marges colza. Même conclusion pour 2022, où la marge colza a été exceptionnelle. Et pour les années d'après, on va retrouver sur les bases retenues des marges chanvre qui seraient légèrement supérieures au colza. Autre angle d'attaque, donc plus dans la durée, là sur une dizaine d'années, depuis 2012, la moyenne des marges semi-nettes par culture depuis 10 ans
Donc, on constate que en zone type Champagne-Crayeuse, le chanvre se situe au-dessus du colza et évidemment colza, pois et tournesol est inférieur à la betterave. En zone plutôt à faible potentiel, donc voilà, le colza s'intercale en fait entre la marge du chanvre rouille et du chanvre battu. Autre angle d'approche du volet économique, sous la vision du risque économique par rapport à la volatilité des prix de vente et du prix des engrais que l'on connaît actuellement. Donc, l'histogramme, les petits histogrammes marron-jaune correspondent aux charges engrais-semences pour le chanvre et engrais-semences-traitement pour les autres cultures actuelles, niveau de prix actuel, comparé à la recette moyenne des 10 dernières années aussi pour chaque culture, donc avec évidemment des fluctuations interannuelles. Donc, on se rend compte que les frais d'engrais semences représentent moins de 40% de la recette en chanvre, alors qu'on est à 2/3 de la recette en colza et une grosse moitié en betterave. Donc, le chanvre est plutôt moins exposé à l'évolution du post-engrais en ce moment. Et approche par rapport au risque-prix, prix de vente là, des cultures. Donc, attention, une petite explication, le 186 € tonne de prix moyen du chanvre correspond à un prix moyen toute catégorie, j'allais dire, qui mixe du chanvre rouille, du chanvre battu, plus son supplément chenille pour la graine. Donc, le prix moyen depuis 12 ans, c'est 186 € tonne, avec les fluctuations interannuelles de moins 20 € à plus 40 € tonne, autour de la moyenne, et une tendance plutôt haussière. Si on compare ça à l'évolution de la courbe du colza, où là on a des écarts en moyenne de prix annuel qui vont de moins 95 € par rapport à la moyenne à plus de 100, sans parler des variations de cet été, du printemps dernier. Parce que le colza est exposé à tous les aléas géopolitiques, aux crises économiques ou aux périodes de reprise économique, à des périodes de prix du pétrole bas, à des périodes de sécheresse, alors que le chanvre est relativement indépendant de tous ces événements-là. Un petit focus sur l'équipement, on en parle depuis tout à l'heure, mais c'est pour le quantifier. Donc, le budget équipement sur du chanvre en zone type Champagne-Crayeuse avoisine finalement les 1000 €, alors qu'on est à 600 € en colza et moins de 800 € en betterave. Donc ça, il ne faut pas oublier qu'on tient compte de l'aspect bâtiment, car il faut stocker la récolte de chanvre. Donc tous ces éléments sont inclus et les marges semi-nettes que vous avez vues tout à l'heure tenaient compte de cet écart de niveau d'équipement. En zone type Barrois, le niveau de charge est plus faible, mais l'écart entre cultures reste assez proche finalement. Et dernier petit focus sur la PAC, le chanvre et la PAC. Donc le chanvre est éligible aux aides couplées. Il y a un budget annuel d'environ 1 700 000 € et qu'on divise par environ 20 000 hectares, donc en gros 85 € d'aide couplée hectare. Par ailleurs, le chanvre intervient dans les écorégimes au niveau de la diversité d'assolement. Donc 5% de chanvre sur son assolement, dans ses terres arables, donne 1 point en termes d'écorégime. Je vous rappelle, il faut avoir 5 points pour toucher l'écorégime au tarif maximum. Donc 10% de chanvre donne 2 points, 25% 3 points et ainsi de suite. Donc ça à tenir compte aussi dans son raisonnement d'optimisation PAC. Donc en résumé, je dirais, économiquement, vu sur une période longue, le chanvre laisse une marge nette supérieure, équivalente ou supérieure au colza, est beaucoup moins exposé aux aléas de volatilité des prix de vente et moins exposé à l'aléa prix de l'engrais.
Donc voilà sur la vision économique, et donc Franck va aborder l'aspect agronomique. Bonjour à tous, donc moi je vais vous parler du chanvre côté agronomie et donc notamment itinéraire cultural en vous faisant déjà un petit zoom sur la partie fertilisation. Donc il faut savoir que le chanvre est une culture qui est plutôt moyennement exigeante en termes de fertilisants. Si on regarde un petit peu sur les trois éléments majeurs, donc l'azote, les besoins du chanvre en azote sont de 15 unités par tonne de matière sèche produite. Il faut savoir que sur la zone de production de la chanvrière, entre l'Aube et la Haute-Marne, c'est un peu la synthèse qu'on a au niveau de Végélia. Les apports se situent entre 80 et 130 unités, mais la moyenne pluriannuelle qu'on constate dans l'enquête Végélia sur une dizaine d'années est de 110 unités hectares. Donc on peut dire que c'est un élément qui est relativement bien maîtrisé par les producteurs. Ce qui est important à savoir pour la fumure azotée, c'est qu'il faut impérativement l'apporter avant l'implantation. Donc pour ceux qui font de la betterave, c'est un peu dans le même schéma, c'est-à-dire apporter l'azote 10-15 jours avant le semis, on est plutôt pas mal. Sur la partie fumure de fond, donc plutôt phosphore-potasse, si on regarde un petit peu les grilles comifères en fonction des types de sols et des teneurs des sols, les conseils vont de 0 à 120 unités en phosphore et de 0 à 230 unités en potasse. Bon, nous, on est quand même majoritairement dans un secteur, enfin moi je vous parle surtout au Haute-Marne, où on a des sols crayeux, voire argilo-calcaires. Donc les doses moyennes d'apport pluriannuel en phosphore sont à 90 unités. Et sur la partie potasse, bon, clairement le chanvre est assez exigeant en potasse, mais il y a quand même beaucoup d'exportations, donc ça s'explique. On est sur une dose moyenne d'apport de 160 unités sur les 10 dernières années, donc ce qui est quand même globalement bien maîtrisé. Là, pareil, pour la fumure de fond, c'est bien de faire les apports avant implantation. Alors ensuite, le chanvre a deux périodes vraiment clés dans son cycle. L'implantation. Alors bien entendu, sur le chanvre, il faut éviter tout ce qui est sol trop lourd, tassé ou hydromorphe. Hein, c'est vraiment des situations qui ne sont pas du tout adaptées à la culture. Les semis se déroulent en général de début avril à début mai, sachant que dans les enquêtes culture, on se rend compte que 75 à 80% des semis sont réalisés dans les 15-20 premiers jours d'avril. Alors bien entendu, et vous l'avez compris, Claire en avait parlé un petit peu tout à l'heure, mais il faut vraiment viser une bonne structure de sol. C'est une culture de printemps, c'est une culture à racines pivotantes, donc pour que le pivot se développe bien, il faut vraiment des bonnes conditions de structure du sol, un sol bien ressuyé en profondeur, et puis en évitant les zones compactées, ça c'est vraiment quelque chose d'important, puisque comme toutes les plantes à pivot, ben, dès qu'il y a un obstacle, bon, ben, le pivot se développe pas très bien. Et surtout, il faut un sol réchauffé autour des 12 degrés. Donc, même quand les conditions peuvent nous dire, bah, tiens, on y va, il y a du soleil, les conditions de sol sont bonnes, attention, il faut quand même un sol assez réchauffé. Hein. L'objectif étant bien d'avoir une levée très rapide. Bon, il faut éviter au maximum le tassement. Donc, dans l'implantation, l'idéal, c'est quand même d'utiliser des trains d'outils pour limiter le nombre de passages et puis, si possible, équiper le tracteur en roue jumelée ou avec des pneus basse pression. En termes de profondeur de semis, donc le chanvre se sème à 1-2 cm maximum. Hein, même en conditions sèches, il faut garder ces profondeurs de semis-là. En densité de semis, on est autour des 40 à 50 kg, avec un objectif de levée de 200 à 250 pieds au mètre carré. Deuxième période clé de la culture du chanvre, la récolte. Donc la récolte, comme Claire vous en a déjà un peu parlé tout à l'heure, il y a deux types de récoltes possibles. Hein. En non battu, donc ça c'est dès mi-août à peu près vers la fin floraison de la culture, où on fauche la totalité de la plante, on la fane, après il y a une période de rouissage hein, où on laisse la paille exposée aux éléments climatiques, et ensuite il y a endainage et pressage. Deuxième mode de récolte, le non battu, le mode battu, pardon, où là, bah, avec votre moissonneuse batteuse, vous fauchez le haut de la plante, hein, donc plutôt on va dire la rampe florale, enfin la zone où les graines sont présentes. Donc ça se passe courant septembre. Hein, en général, c'est là où le chêne-vie est à maturité. Et puis ensuite, ben, pour ce qui reste, la paille qui reste en dessous, elle est récoltée de la même façon qu'en non battu, avec les mêmes opérations, fauchage, fanage, endainage et pressage. Si on regarde un petit peu au niveau des potentiels de production, donc les rendements des dernières années, des 5 dernières années de la chanvrière,
Bon, ce qu'on remarque, c'est qu'en moyenne, en termes de production de paille, on est à 6 tonnes et demie. Et sur la production de chêne vie, on est autour des 9 quintaux. Donc, c'est plutôt des rendements intéressants en termes de chêne vie. Et en paille, on est pas mal, mais on a eu quelques années un peu compliquées climatiquement. Donc, voilà, mais ça reste d'un bon niveau. Alors, si on regarde un petit peu, qu'on résume un petit peu et qu'on se dit, bah, finalement, les intérêts agronomiques de la culture, c'est quoi? Bon, c'est une très bonne tête de rotation, c'est un bon précédent, donc ça, c'est important. C'est une plante étouffante, donc c'est là que vous voyez l'intérêt de la bonne implantation, c'est que bonne implantation, 200-250 pieds levés au mètre carré, donc forcément, si le chanvre prend le dessus sur les adventices, et c'est ce qui se passe en général, bah, c'est plutôt une bonne chose. Et c'est ce qui nous permet aussi de limiter ou de supprimer le désherbage. On supprime le désherbage d'un point de vue chimique, mais par contre, des fois, au niveau mécanique, on peut avoir des besoins si nécessaire. C'est une culture dite BNI, donc bas niveau d'intrant ou bas niveau d'impact. Donc ça, c'est quelque chose de très important aujourd'hui hein, dans tous les enjeux qu'on peut avoir au niveau de l'agriculture et notamment les enjeux environnementaux. Donc, c'est à pas négliger et donc pas de recours aux phytosanitaires. Sur les intérêts complémentaires de la culture, là, il y en a quand même un certain nombre. Le respect des ressources en eau, de l'air et du sol. Le fait de ne pas faire de traitement phytosanitaire, forcément, ça a un impact positif. Ne pas perdre de vue qu'aussi, on a de plus en plus de zones d'alimentation de captage, parfois des captages prioritaires, et ce type de culture est vraiment un plus dans ces zones-là. Bon, c'est également un atout dans la certification HVE. Vous êtes de plus en plus nombreux à partir sur des certifications HVE. Bon, l'avantage du chanvre, c'est que dans la globalité de l'assolement, il compte comme une culture non traitée, en surface non traitée. Donc, du coup, ça vous permet de diluer un peu vos niveaux d'IFT. Et souvent, ça permet aux exploitations qui n'arrivaient pas à passer en HVE de passer en HVE. Donc, le chanvre, ça peut être un très bon levier. Il faut retenir aussi que le chanvre est intéressant parce qu'il nécessite peu de main-d'œuvre entre le mois d'avril et le mois d'août, puisqu'après, dès qu'on rentre dans la récolte, là, ça ne va pas être pareil, mais c'est quand même une période où vous êtes tranquille en termes de travail sur la culture. Enfin, dernier gros intérêt, c'est la diversité de l'assolement. Aujourd'hui, le climat nous pose de plus en plus de problèmes et le fait d'avoir une diversité de cultures, quelque part, ça nous garantit un petit peu, c'est un peu une petite assurance climatique d'avoir de la diversité plutôt que d'avoir des cultures assez limitées. Et puis enfin, il y a l'aspect PAC aussi. Nicolas en a parlé tout à l'heure. C'est clair que sur les éco-régimes, avoir du chanvre dans son exploitation, c'est un gros plus. Alors bon, je termine mon propos par trois grandes nécessités sur cette culture. Réactivité et main-d'œuvre importante à la récolte. Ça, c'est clair, la récolte, c'est un moment clé de la culture et c'est ce qui va faire aussi la qualité du produit final. Donc là, il faut vraiment être réactif. Du matériel spécifique, Nicolas en a parlé aussi tout à l'heure, pour la récolte et pour le stockage. Donc, c'est essentiellement des faucheuses à section, une presse à balles rondes, essentiellement un télescopique et puis un plateau pour charrier vos balles. Et puis, bien entendu, un bâtiment de stockage. Donc, alors le côté positif, c'est qu'il faut du matériel spécifique et il faut un bâtiment. Mais d'un autre côté, on peut aussi avoir des aides qui ne sont pas à négliger, puisque, alors je me base sur 2022 parce que pour 2023, les discussions sont encore en cours. Mais sur le chanvre, on avait possibilité de lever des aides PCAE sur les bâtiments et sur le matériel. Bon, juste à savoir que pour le matériel, il faut absolument du matériel neuf. Pour l'instant, ça ne passe pas avec du matériel d'occasion. Donc voilà, écoutez, je pense que vous l'avez compris, le chanvre est vraiment un plus dans les assolements, que ce soit au niveau agronomique ou au niveau environnemental. Donc c'est vraiment une culture intéressante. Et puis pour terminer, je pense qu'il y a un indicateur qui est quand même important quand on est producteur, c'est de regarder un petit peu la fidélité du producteur à la culture. Et moi, ce que je peux dire avec mes 30 ans d'expérience, c'est que tous les adhérents qui s'étaient lancés dans le chanvre sont aujourd'hui à 99% toujours producteurs. Donc ça, je pense que c'est quand même quelque chose de rassurant. Et la fidélité du producteur à la culture, c'est quelque chose de très, très intéressant. Merci à tous. Je passe la parole à mon collègue Stéphane. Merci Franck. Donc, comme tu l'as indiqué, un des éléments importants de la culture, c'est le bâtiment pour stocker. Ce bâtiment peut être l'opportunité en fait de développer votre revenu en
en installant éventuellement une centrale photovoltaïque sur ce bâtiment. Donc, je voulais vous rappeler un peu le contexte réglementaire dans lequel cette opération peut se situer. Aujourd'hui, toutes les centrales photovoltaïques de moins de 500 kW crête rentrent dans un système d'obligation de rachat d'électricité à un tarif garanti pour l'État. Donc, c'est-à-dire que votre électricité va être rachetée par EDF dans le cadre d'un contrat de rachat garanti sur 20 ans. Et le tarif auquel votre électricité va être rachetée est fixé par un arrêté ministériel qui est révisé tous les trimestres. Donc, vous avez là les exemples de tarifs qui sont en vigueur à ce jour en fonction de la puissance de l'installation. Ces tarifs devraient être révisés très prochainement. Il faut savoir que depuis le début de l'année 2021, les tarifs ont eu tendance à augmenter, puisqu'au 1er janvier 2022, le tarif pour les centrales de plus de 100 kW était à 9 centimes 80. Et on est passé aujourd'hui à plus de 11 centimes. Donc, on peut espérer que dans les prochains arrêtés, le tarif continue à augmenter. Donc, voilà pour les aspects un petit peu sécurisants, garantis au niveau du tarif de rachat. Il y a par contre des éléments sur lesquels vous n'avez pas nécessairement la main et qui peuvent impacter le revenu. Par exemple, la surface disponible en toiture. Vous n'allez pas nécessairement construire 10 fois la surface de bâtiment que vous avez besoin. L'orientation du bâtiment. Dans un cas d'un bâtiment neuf, c'est un peu plus facile d'orienter son bâtiment de manière la plus optimale. Mais si vous êtes dans le cas d'un bâtiment existant, vous serez bien obligé de faire avec l'orientation que vous avez. Et surtout dans le cas de bâtiments existants, il peut y avoir des surcoûts, comme par exemple des problèmes de désamiantage de bâtiments en toiture fibro-amiantée ou des renforcements de charpente pour des bâtiments dont la charpente n'est pas capable aujourd'hui de supporter le surpoids lié à une centrale photovoltaïque. Un autre élément sur lequel vous n'avez aucune maîtrise, c'est le coût de raccordement. Et c'est un élément important puisque c'est un élément qui peut faire carrément basculer dans le négatif la rentabilité d'une installation. Et c'est un élément sur lequel vous n'avez aucun poids. C'est Enedis qui vous fait le devis et qui vous dit vous allez vous raccorder à tel endroit et ça coûtera tant. Et un point qu'on commence à voir présent aujourd'hui de plus en plus, c'est un problème de capacité d'accueil des réseaux. On commence à avoir des projets où tout va bien d'un point de vue financier, simplement d'un point de vue technique, les postes sources sur lesquels serait branché le projet sont saturés et aujourd'hui, les travaux qui seraient nécessaires pour pouvoir les remettre à jour se montent en centaines de milliers, voire en millions d'euros, dont 40% restent à la charge du porteur de projet. Donc, on a aujourd'hui des exploitants où Enedis leur donne des devis de 400 000 € pour mettre à jour un poste de raccordement. Donc, il est évident que dans ces cas-là, les exploitants ne peuvent pas se lancer dans le projet. Je vous ai mis là quelques exemples de rentabilité basés sur des estimations. Donc, on s'était concerté avec Franck. On est parti sur une base d'environ 15 mètres carrés de stockage nécessaire par hectare de production. Mes chiffres sont basés sur la rentabilité seule de la centrale photovoltaïque, avec un bâtiment standard pour un stockage, une pente de 19-20%, et comme c'est un bâtiment, je suis parti sur un bâtiment neuf, on l'oriente au sud pour être au top. Voilà, donc en fonction de la surface de chambre que vous aurez à stocker, ben vous avez entre 150 mètres carrés et 600 mètres carrés de besoin de stockage. Et donc, là, sur cette surface-là de toit, vous pouvez installer une centrale qui va de 30 kW crête à 118 kW crête. Donc, vous avez les coûts d'installation. Donc, je précise bien, je rappelle, c'est uniquement le coût de l'installation photovoltaïque avec le raccordement, mais aucun prix de bâtiment n'est inclus dans ce coût-là. Le chiffre d'affaires annuel est un élément important justement pour éventuellement regarder si ce projet peut permettre de financer un bâtiment. C'est le résultat sur 20 ans. Donc, c'est ce qui resterait, en gros, par exemple, vulgairement, dans votre poche, une fois la centrale photovoltaïque remboursée à la fin du contrat de 20 ans. Et donc, par exemple, pour un bâtiment de 600 mètres carrés, il reste 109 000 € de gains, ce qui couvre pas tout à fait le prix du bâtiment de 600 mètres carrés au tarif où sont les bâtiments aujourd'hui. Aujourd'hui, pour que le projet paye le bâtiment sur l'ensemble de la durée du contrat, on est plutôt sur des installations à 150-200 kW crête.
et le taux de retour sur investissement des différentes installations varie de 10 à 11 ans. Donc tout ça, évidemment, c'est des simulations hypothétiques et il faut regarder au cas par cas pour voir si l'opération est rentable ou pas dans votre configuration. Je vous remercie de votre attention. Bien, donc vous avez vu ce qu'était que de produire du chanvre, vous avez vu l'aspect économique de la culture, l'aspect agronomique de la culture, comment était positionnée la coopérative La Chanvrière sur ses marchés et sur ses développements. Nous allons voir maintenant comment produire du chanvre avec la chanvrière. Donc d'abord les fondamentaux. Pour les agriculteurs, étant donné que nous sommes une coopérative agricole, ça veut dire que les agriculteurs doivent souscrire du capital social. Ce capital social, c'est sur des tonnages à produire, mais globalement, il faut compter à peu près 300 € de capital social par hectare et qui est à régler sur 3 ans. Ensuite, le producteur s'engage à fournir de la matière sur une période de 5 ans. Un tonnage qu'il doit respecter et ce qui compte, c'est qu'au bout des 5 ans, le tonnage engagé soit honoré. Ensuite, il faut savoir que quand on devient agriculteur, producteur à la chanvrière, il y a une notion d'exclusivité impérative, c'est-à-dire que si on fait du chanvre avec la chanvrière, on fait du chanvre qu'avec la chanvrière. Et ensuite, la production doit totalement être livrée à la coopérative. Le producteur s'engage à livrer la totalité, que ce soit en graines ou en paille, à la coopérative. Du côté de la chanvrière, ce qui est enclenché depuis de longues années, c'est la stabilité des cours, des prix d'achat aux producteurs, qui est toujours en croissance, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais baissé. Et quand on s'engage sur un prix une année, on s'engage sur ce prix-là dans la durée. Ensuite, il y a la volonté, bien évidemment, comme l'a été rappelé tout à l'heure, le fait même de la coopérative, c'est de valoriser au mieux la production des producteurs, la production des adhérents. Et puis ensuite, il y a tout un engagement des producteurs pour les accompagner dans la production, dans les choix de variétés, sur la récolte, avec un service technique, ce qu'on appelle chez nous à la coopérative le service amont, dont vous avez vu Claire tout à l'heure, qui est la responsable de ce service, qui accompagne les producteurs pendant toute la période du semis jusqu'à la récolte et jusqu'aux enlèvements. Alors, faire du chanvre avec la chanvrière, bien évidemment, c'est aussi, et c'est un petit peu là où c'est le plus compliqué, on ne s'engage pas sur un an, on s'engage dans la durée, et aussi, il y a une nécessité d'acquérir les équipements nécessaires à la culture. Ces équipements, vous les voyez, c'est bien évidemment une moissonneuse-batteuse classique, et puis une faucheuse, une faneuse, une endaineuse et une presse. Et globalement, il faut un élément de une presse permet de produire à peu près 40 hectares. Et si l'ensemble de ces investissements hors bâtiment, c'est à peu près une enveloppe à ce jour d'environ 80 000 €. Alors, tous ces coûts de matériel, de récolte et même de stockage sont intégrés dans nos calculs de marge semi-nette qui ont été présentés tout à l'heure par Serre France. Alors, en ce qui concerne le stockage, bien évidemment, c'est un stockage sous hangar. Et ensuite, la coopérative, la chanvrière, organise les enlèvements tout au long de l'année auprès de tous les producteurs. Alors, au niveau du stockage, comme ça a été rappelé tout à l'heure, il faut compter à peu près 15 mètres carrés pour 1 hectare de production, quand on peut stocker sous 8 mètres de hauteur. Et ensuite, pour les enlèvements, il est vrai qu'on commence à enlever la récolte 3 mois après la récolte, c'est-à-dire que l'année suivante, il reste du stock de l'année précédente, donc il faut une capacité de stockage supérieure à l'engagement qui est souscrit. En ce qui concerne notre zone d'approvisionnement et de collecte, donc à ce jour, notre zone d'approvisionnement est de 120 km de rayon de 3,
c'est-à-dire, vous le voyez sur la carte, nous avons des producteurs au ce jour qui sont au nord de Reims, qui vont au sud d'Auxerre, qui englobent toute la Seine-et-Marne, toute la Haute-Marne, enfin vous voyez le cercle. Alors ça, c'est la situation actuelle et nous envisageons dans les années qui viennent d'étendre notre zone d'approvisionnement au nord de la zone et avoir aussi une implantation industrielle au nord de notre zone, c'est-à-dire au nord du département de la Marne. Alors, produire du chanvre avec la chanvrière, ce n'est pas une production que l'on fait par hasard. Vous voyez, c'est une production qui d'abord répond à tous les enjeux sociétaux actuels. C'est une production, comme vous le voyez sur cette diapo, qui a vraiment une notion de durabilité, une notion de made in France à 100%, puisque la semence se fait ici. On essaye aussi de développer les développements sur la France et notamment plus particulièrement, je pense au secteur du bâtiment, mais également au niveau du secteur textile qui est en démarrage et qui est amené à se développer dans les années qui viennent. La notion ici, c'est vraiment de développer toute une activité économique autour du chanvre sur nos territoires. Alors, nos recherches de surface, la volonté de la coopérative aujourd'hui, si on regarde les demandes de nos clients actuels, serait de doubler nos surfaces d'ici 5 ans. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes à 11 000 hectares. Notre volonté est de dépasser les 20 000 hectares d'ici 5 ans. Donc, nous avons besoin d'agriculteurs pour nous accompagner sur cette aventure du développement de la production de chanvre, sur notre zone actuelle de collecte qui sera amenée à s'élargir dans les années qui viennent. Voilà, j'espère que nous avons répondu à toutes vos questions en ce qui concerne la production de chanvre et la production de chanvre avec la chanvrière. Certains d'entre vous ont posé quelques questions. Nous allons y répondre si on me les passe. Voilà, merci. Donc, il y a une question sur la production de chanvre bio dans des zones à faible potentiel. Claire, vous pouvez répondre à cette question-là, j'imagine. Donc, production de chènevis, notamment sur les zones à faible potentiel, a un réel intérêt pour les producteurs bio. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le chènevis biologique est valorisé quasiment au double de prix du conventionnel. Donc, je pense qu'il y a un réel intérêt pour les producteurs bio dans ces zones-là à produire du chènevis plus de la paille. C'est-à-dire quel prix? Aujourd'hui, on est sur la base de 1 500 € de la tonne de chènevis biologique, quand on est sur une base de 700–750 € de la tonne en conventionnel. Une deuxième question qui est l'accompagnement des nouveaux producteurs. Claire, toujours. Donc, concernant les nouveaux producteurs, et j'allais dire, mais pas que, il faut savoir qu'aujourd'hui, on développe de plus en plus notre présence terrain avec l'arrivée de nouveaux collaborateurs au service pour répondre toujours plus aux besoins des producteurs, notamment au moment des semis, lors de problèmes climatiques et également et surtout au moment de la récolte. Dès 2023, on va poursuivre notre accompagnement terrain donc avec des réunions de nouveaux producteurs, un suivi à la récolte notamment pour les pailleux rouis, qui demandent quand même un accompagnement spécifique. Et il faut savoir également qu'on a un accompagnement sur toute la partie administrative avec des collaborateurs beaucoup plus spécifiques qui sauront répondre à vos questions sur tous les suivis contrats, engagements, livraison de paille, etc. Merci. Il y avait une question, oui. Alors, il y a effectivement un certain nombre, il y a eu quelques problèmes d'affichage pour certains de personnes qui suivent ce webinaire. Bon, sachez que cette présentation, ce webinaire sera en replay sur le site de la Chambrière, dont vous voyez la connexion là à votre écran. Donc, ça sera où vous pourrez revoir pour ceux qui n'ont pas pu se connecter à temps, qui nous ont rejoints en cours de réunion, ou ceux qui ont eu des problèmes d'affichage. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, il y a d'autres questions. Alors, il y avait une question sur le stockage de la paille. Donc, le stockage de la paille, j'y ai répondu, mais aussi sur la partie du chènevis. Sachez que le chènevis
Le chènevis c'est une graine oléagineuse qui se stocke à une humidité de 8%, 8-9%. C'est une graine très fragile qui se récolte autour de 15% d'humidité. Donc, ce qui veut dire qu'il y a nécessité d'avoir une logistique importante pour permettre le séchage rapidement après la récolte, sachant que c'est une graine très fragile et notamment pour pouvoir garder ses caractéristiques pour aller sur le marché de l'alimentation humaine, il y a nécessité de sécher très rapidement après la récolte, donc dans une durée d'à peu près 4 heures après la récolte. Alors aujourd'hui, vous avez vu notre zone d'approvisionnement. Notre zone d'approvisionnement est très large et nous n'avons pas aujourd'hui des équipements pour être présents sur toute cette zone. Et c'est pour ça que nous travaillons avec une coopérative partenaire qui est la coopérative Vivesia, qui nous met à disposition des silos de collecte, des séchoirs, et des capacités de stockage. Donc, qui nous permet d'avoir, pour tous les producteurs de la Chanvrière, d'avoir un silo de collecte à moins de 25 km de son exploitation et de pouvoir sécher rapidement après la récolte pour pouvoir respecter la qualité de la graine. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à cette question, enfin à la question qui était posée, mais voilà un petit peu pour la graine. Pour la paille, on a déjà répondu. Le besoin de pluviométrie pour le chanvre. Alors, le chanvre, je dirais que c'est une plante qui s'adapte très bien aux différents secteurs, dans la mesure où il y a suffisamment de réserves hydriques dans le sol. Les périodes estivales très sèches ne posent a priori pas de problème, dans la mesure où il y a une bonne implantation de la culture au printemps. Effectivement, s'il y a une mauvaise implantation au printemps, la plante va souffrir pendant la période estivale. Sinon, dès que cette plante est implantée, et c'est tout l'intérêt de ce système racinaire qu'on a parlé tout à l'heure dans son intérêt agronomique, permet aussi d'avoir une culture résiliente par rapport à toutes ces évolutions climatiques. Alors bien évidemment, ça ne poussera pas s'il n'y a pas d'eau, mais il n'y a pas forcément besoin de beaucoup d'eau pour qu'elle se développe. Alors bien évidemment, plus il y aura d'eau, plus ça sera important. Et si on regarde par exemple les résultats, les rendements des dernières années où il y a eu vraiment des gros problèmes de pluviométrie, ce n'est pas une culture qui a décroché par rapport à ses rendements, comme vous l'avez vu tout à l'heure. Perspectives de prix de vente. Alors, les perspectives de prix de vente, je dirais que, comme je vous l'ai dit, on a une politique, nous, de prix stable et une volonté de valoriser au mieux toute la production. Ça veut dire valoriser, augmenter les prix dans les années qui viennent. Alors, pour pouvoir augmenter les prix dans les années qui viennent, il faut aussi aller sur les secteurs de valorisation qui permettent cette augmentation de prix. Et les secteurs que nous ciblons aujourd'hui sont de 3. Pour la fibre, c'est le secteur du textile, où nous pouvons vraiment développer la valorisation de nos produits. Pour la chènevotte, c'est le secteur du bâtiment et notamment dans tout ce qui est béton de chanvre. Et sur le secteur de la graine, c'est sur le chènevis à alimentation humaine. Voilà nos perspectives de développement de valorisation de prix. En tout cas, la volonté du conseil d'administration et la volonté même l'essence même de la coopérative, c'est de valoriser toujours au mieux la production des agriculteurs. Calendrier des règlements. Alors là, nous fonctionnons sur des systèmes d'acompte. Nous ne fonctionnons pas, c'est-à-dire tous les producteurs, que leur production soit enlevée et travaillée ou pas, sont tous payés à la même date en fonction des déclarations de récolte qui sont faites à la coopérative. Donc aujourd'hui, l'agriculteur qui va récolter en septembre sa paille devra déclarer à la coopérative la totalité de sa récolte à une date limite qui est le 31 octobre, qui permettra de générer un premier acompte qui se fera au fin janvier de l'année suivante. C'est-à-dire en janvier, il y a un premier acompte qui représente à peu près un tiers du prix de la paille et ensuite un deuxième acompte fin juin qui correspond également en fonction de la déclaration de l'agriculteur et enfin un solde qui sera là par contre fait sur la livraison réelle de l'agriculteur. Voilà, ça c'est pour la paille. Pour la graine,
il y a un premier versement qui se fait quasiment sitôt la récolte, c'est-à-dire qui représente 50% de la valeur du chêne de vie, qui se situe mi-novembre, et un solde qui se fait mi-avril. Voilà, c'est pour les règlements. Alors oui, il y avait une question, quelle est la différence entre du rouilli et du battu? Alors effectivement, c'est une bonne question, on ne l'a pas précisé. En fait, l'organisation de la chanvrière, c'est d'une part de faire du chanvre en récoltant la graine et la paille, donc du battu avec la paille. Et là, il faut attendre la maturité de la graine qui se fait mi-septembre, et on va récolter de la paille, mais on va pas la laisser trop longtemps au sol, et donc ça sera une paille qui ne sera pas rouille. Et donc ça sera une paille plutôt jaune et qui sera pressée dans les 10 jours après la fauche. C'est-à-dire vous fauchez, vous battez le chêne de vie au 15 septembre, vous fauchez dans la foulée de la moissonneuse batteuse et vous pressez votre paille dans les 10-15 jours qui suivent la fauche. En ce qui concerne le rouille, alors le rouille, on ne va pas récolter la graine, c'est-à-dire qu'on va sélectionner des variétés qui vont nous permettre de faucher la paille début août et ensuite laisser la paille suffisamment longtemps au sol pour permettre le développement de ce rouissage. Et là, il faut compter à minima 5 à 6 semaines. Ça veut dire que cette paille qui sera fauchée début août sera pressée fin septembre. Voilà la différence entre ces deux termes. Surface minimum pour devenir adhérent. Il n'y a pas de surface minimum pour devenir adhérent. Il y a un tonnage minimum pour devenir adhérent et le tonnage minimum, c'est 30 tonnes. 30 tonnes, pourquoi 30 tonnes? Ben, tout simplement parce que nous enlevons les pailles chez les agriculteurs par camion et 30 tonnes, c'est 2 camions de 15 tonnes. Voilà, donc l'agriculteur qui veut faire du chanvre avec la chanvrière, ben, il s'engage pour faire 30 tonnes à minima tous les ans. 30 tonnes, quand on est sur un rendement de 7 tonnes et demie, je n'ai pas fait les calculs, mais voilà, ça fait quand même, ça fait combien? 4 à 5 hectares, voilà, selon les zones. Et pour certaines zones, ça peut faire que 3 hectares si je regarde certaines zones à bon potentiel. Il y a une demande qui vient des Landes. Peut-on travailler avec la chanvrière? Ben, vous n'êtes pas dans notre cercle d'approvisionnement. Donc, pour produire du chanvre avec la chanvrière, ça ne va pas être possible. Quand notre développement sera suffisant, peut-être que nous irons dans les Landes, mais ça nous fera un petit peu loin. Nous avons un directeur qui vient de Bordeaux. Alors, vous savez, lui, ça l'intéresserait qu'on aille dans les Landes, mais voilà, il y a quand même des impératifs économiques qui ne nous le permettent pas. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Claire? C'était quoi? Autre question, on avait une question, je suis juste en train de regarder. Ah oui, sur la hauteur minimum donc des chanvres, effectivement, dans certaines zones où le potentiel est un petit peu limité, on peut avoir des chanvres qui font moins de 2 mètres. La question, c'était surtout de savoir s'il était possible éventuellement de travailler avec les machines de récolte pour produire du chanvre textile dans ces chanvres-là. Aujourd'hui, il faut savoir qu'on est encore sur une phase expérimentale avec le travail du chanvre textile. On entame une 3e année de récolte 2023. Donc aujourd'hui, on travaille proche de la chanvrière, mais effectivement, dans les années futures, il n'est pas impossible qu'on puisse se développer sur l'ensemble de la zone de la chanvrière à produire des chanvres textiles. Et des 1,80 m aujourd'hui sont le minimum en termes de hauteur pour pouvoir travailler avec la faucheuse qu'on a développée. Alors, autre question qu'il y avait, je regarde un petit peu, c'est la question de la sensibilité des variétés donc du chanvre aux corvidés et aux pigeons. Alors, oui, je ne vais pas vous le cacher, effectivement, aujourd'hui, ça fait 3-4 ans où les semences de chanvre ne sont plus traitées au TIRAM. Donc, effectivement, il y a une certaine appétence pour les corvidés et les pigeons lorsque les chanvres sont semés. Alors aujourd'hui, on est en train de regarder un petit peu ce qui se fait sur les marchés, de voir s'il y a éventuellement des solutions de biocontrôle ou d'oligo qui nous permettraient éventuellement
d'apporter un certain système répulsif pour ces oiseaux-là. On va en tester notamment cette année, donc on va voir un petit peu ce que ça donne et peut-être qu'à l'avenir, on aura des solutions à proposer contre les corvidés et les pigeons. Il y avait une question sur la location de matériel. Vous avez une réponse là-dessus? Ou prestations de récolte? Alors oui, il y a quelques prestataires de services, hein, c'est-à-dire qu'il y a des agriculteurs qui font de la récolte en prestation. C'est pas ce qui est le plus répandu. Nous, ce que nous préconisons, c'est toujours des organisations collectives de la récolte. Généralement, vous l'avez vu tout à l'heure, pour amortir un chantier de récolte, c'est à peu près 40 hectares. Donc, on n'a pas forcément 40 hectares, enfin 40 hectares sur son exploitation pour faire du chanvre. Donc, ça nécessite peut-être de se regrouper à plusieurs. Et c'est aussi gage de réussite. Gage de réussite pour permettre justement de récolter dans de bonnes conditions. Et on n'a pas forcément toujours les bonnes fenêtres météo pour récolter dans de bonnes conditions. Donc, il y a tout l'effet groupe qui permet de réussir et qui est souvent c'est ce que je vais me répéter, c'est vraiment ce qui est un gage de réussite. Il y avait également une autre question sur faut-il déclarer le chanvre en gendarmerie? Non, il faut simplement déclarer son dossier PAC, dans son dossier à la PAC, donc où il va simplement falloir aussi certifier au niveau de l'administration qu'on utilise bien des variétés acceptées, hein, qui sont dans les limites légales de 0,3% de THC et qu'on ne va pas dépasser ce taux de 0,3% de THC. Et ensuite, il y a un contrôle, puisque un tiers des surfaces en France sont contrôlées au moment de la floraison du chanvre pour vérifier qu'il n'y a pas de dérapage sur le taux de THC des cultures de chanvre dans les zones. Voilà, je pense que on va tenir notre timing, c'est formidable. Je vous remercie d'être venu participer à ce webinaire. Je rappelle que cette présentation est en replay sur le site de la Chanvrière. Et puis, bien évidemment, si vous êtes intéressé à produire du chanvre, n'hésitez pas à nous contacter et nous pourrons redévelopper un peu la culture et comment plus précisément faire peut-être en physique, faire des réunions plus locales pour pouvoir avancer plus loin dans la production du chanvre avec notre coopérative. Donc, on va reprendre un peu tout l'ensemble des participants à cette rencontre et puis organiser des réunions dans les différents secteurs pour ceux qui sont intéressés. Donc, si ça vous intéresse, vous serez contactés et puis parlez-en autour de vous et nous pourrons développer cette culture. Je rappelle notre ambition, doubler nos surfaces d'ici 50, c'est-à-dire passer de 11 000 hectares à 20 000 hectares. Et je pense que la culture du chanvre va se développer pas seulement sur notre région, mais également sur toute la France et peut-être atteindre les surfaces que l'on atteignait à la fin du 19e siècle, qui étaient proches de 200 000 hectares. Voilà notre ambition, voilà l'ambition de la Chanvrière et de toute la filière chanvre française. Je vous remercie.